Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission du Simi Gaz FM. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission Gaz FM, l'émission du Simi. Nous sommes à deux aujourd'hui pour vous animer cette émission. Et oui. Donc Lolita et moi-même, Guigui. Et sans oublier Philippe à la réalisation, bien sûr. Excuse-moi, Philippe. Bonsoir, monsieur, dame. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer quelques brèves avec Lolita qui va nous parler de plusieurs choses. Et puis le gros sujet débat du jour, ce sera l'achat de votre véhicule d'occasion, donc de votre moto d'occasion, en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Et Voilà. surtout qui est souvent la première moto. Ouais, d'achat. la première, on a moins d'expérience, mais après, il faut faire attention à pas se faire piéger non plus. On verra tout ça tout à l'heure plus en détail. Donc, on va commencer avec quelques brèves. D'abord, Lolita, et tu vas nous parler d'une autre émission radio. Oui, tu nous parles de la concurrence avec Rock'n'Road. Voilà, exactement. Donc bon, c'est vrai que notre émission est relativement jeune encore. Ça fait une petite année qu'on a commencé à la faire. Et c'est vrai qu'en se renseignant un petit peu sur le net, donc j'ai trouvé une autre émission de radio, donc basée sur la moto. Donc elle qui est un peu plus développée. Donc quand on voit, elle a une plage horaire de 2 heures. Et c'est sur The Radio. Donc c'est une radio que sur Internet. Donc on va sur The Radio. Une web radio. Une web radio, pardon. Et donc cette émission pareil basée sur les motos, donc tout ce qui s'ensuit. La dernière fois que j'avais écouté, par exemple, il présentait un livre notamment qui venait de sortir, c'est Reborn, écrit par Virginie Stagliano. Oui. Où l'écrivain était venu pour parler de ça. Donc il parle aussi donc de tous les événements qu'il y a. C'est filmé, non? C'est pas il y a pas des images aussi, c'est juste de la voix, ou il me semblait que j'ai vu ça mais filmé. Moi je l'ai juste entendu, j'avais mis ça en déroulant. Je sais que par contre donc on les podcasts etc pour les réécouter si vraiment on peut pas. Et ils ont donc plusieurs plages horaires donc tout au long de la semaine. Donc le lundi c'est de 16h à 18h, le mardi de 22h à minuit, le vendredi de 18h à 20h et le dimanche de 20h à 22h. Donc voilà, histoire de faire un petit peu de pub plus ou moins pour eux. Et puis bon, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des collègues motards qui sont dans la même ambition que nous et complètement. Tu nous rappelles juste l'adresse du site peut-être? C'est www.theradio.com. D'accord. Ça. Super. Eh ben écoute, très bien, on ira écouter ça rapidement à l'occasion. Juste après Gaz FM. Voilà. Et ensuite, tu voulais nous parler du MotoGP. Donc quelques renseignements, puisque pour certains ça devient compliqué de le regarder vu que malheureusement on n'a plus la possibilité de le voir gratuitement sur NT1. Voilà. C'est la grande nouveauté qui va arriver cette année, c'est que le NT1 qui nous diffusait gratuitement donc le MotoGP donc tout au long de l'année de moto. Donc là ne diffusera plus et ce sera uniquement sur Eurosport. Donc entre des chaînes payantes, donc du satellite. Et ça a énervé pas mal de monde, mais on n'y peut rien. Des pétitions, on s'est battu pour ça, mais... Oui, mais ça n'a rien n'y fait. Ils ont gardé ça, et donc au final, on sera obligé donc soit de payer le câble, soit il y a aussi des sites internet. Enfin, faut rechercher parce que c'est assez un peu enfoui. Faut regarder, il y a des sites internet qui peuvent le diffuser. Par contre, tous les commentaires sont soit en espagnol, soit en anglais. Ah, mais on s'en fout ça. Mais c'est très bon. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut réussir à rechercher. Pour la semaine prochaine, on cherchera pour vous pour la semaine prochaine. Mais oui, il y a des sites internet qui peuvent proposer de regarder, même si c'est pas en français. De toute façon, les motos, je pense qu'elles font toutes le même bruit, que ce soit en anglais, en espagnol ou en français. Et les pilotes, on les reconnaît, pareil que les commentaires sont dans n'importe quelle langue. Et au pire des cas, ça fait travailler notre anglais. Mais il y a au moins aussi pire, Lolita. Pierre. Non, aussi pire. Ah, aussi pire. Ouais, même comme disent les jeunes, plus pire. C'est que là, tu nous parles des Grands Prix de moto. Mais tu sais que désormais, les Grands Prix de Formule 1 sont sur Canal. Oui, alors qu'avant, ils étaient sur TF1. Alors, il y a le Formula One qui est en clair, je crois. D'accord. Le Grand Prix est en crypté, quoi. Donc, si t'as pas Canal, tu peux plus voir la F1. Ah, donc maintenant, obligé d'avoir le satellite si on veut... Parce que le satellite, c'est surtout, faut payer.
Ah oui, Oui. là il y a du 40 public. ans, moi. Bizarrement, c'est moins non. impressionnant, mais quoique moins impressionnant, je sais pas si t'as vu la vidéo, il y a quelqu'un qui a posté ça sur le mur de Simi justement cette semaine. Stoner à la moto. Je sais plus qui c'est qui est en Formule 1, je crois que c'est Weber. Ah oui, le comparo entre les deux. Et ils se tapent une bourre avec il y a aussi une voiture de kit car ou je sais pas exactement ce que c'est. J'ai vu ça. Et ils se tapent la bourre sur un circuit tous les trois. Alors le démarrage, évidemment la moto dépose tout le monde et puis rapidement tu t'aperçois qu'en fait en 4 tours la Formule 1 elle déboîte tout le monde quoi. Dans les courbes c'est quelque chose d'impressionnant, la vitesse où ça passe. Et je trouvais ça moins impressionnant la Formule 1 que la moto de toute façon. Et je le trouve toujours moins impressionnant. Mais tu mets les deux en même temps, tu t'aperçois des vitesses en courbe des F1. C'est vrai que c'est joli souvent. Enfin, il y a 2-3 comparos comme ça. Enfin, comparos plus ou moins, ou du moins une association comme ça qu'ils ont pu faire, que ce soit la F1 et les gros cubes, enfin les sportifs sur piste. Il y a eu aussi des vidéos de drift qui a été fait avec du drift voiture, du drift moto. Et donc c'est vrai que bon, il y a des vidéos assez sympas à trouver sur internet, sur YouTube. Il suffit de taper les vidéos en fonction et on trouvera bien. Et pour revenir dans l'Olita, sans vouloir trop me mêler, mais sur Eurosport, donc en fait c'est sur CanalSat sûr et certain, mais il faut avoir la base quoi, c'est-à-dire une vingtaine d'euros par mois quoi. Oui, voilà. Et sur le câble, je sais pas si ça y est Eurosport. Je ne sais pas. Il me semble, mais c'est pareil quoi. Oui, mais voilà, on est obligé quand même de prendre l'abonnement à côté. Voilà, ouais. Mais bon. Donc pour en revenir aussi sur le MotoGP, donc il y a eu les tests au circuit d'Austin qui ont été faits et donc bon pour marquer un peu le coup et parler un peu de ce qui s'est passé, il y a donc notre cher petit monsieur Marquez qui vient d'arriver, qui détrône un peu tout le monde et il a quand même réussi à faire sur circuit donc à battre de 1 seconde quasiment le dernier temps qui avait été fait l'an dernier et donc à mettre 1 seconde à Rossi. Donc pour donner un peu le classement qu'il y avait eu, donc lui qui était en première place, qui a un peu explosé tout le monde, on va dire. Donc il y a eu Pedrosa en 2e, Lorenzo en 3e position, Bradle en 4e et Rossi qui était donc en 5e position. Et finalement Rossi... Rossi, il pinaille un peu, mais c'est vrai que... C'est pas encore la révélation cette année. Voilà, enfin peut-être qu'il attend, enfin je sais pas trop comment il gère son truc, c'est vrai que sur les essais les premiers essais qu'on avait parlé, j'ai plus le nom du circuit en tête, j'avais perdu le truc. Il s'était bien révélé, il était 3e dans les 3 premiers, il avait bien repris l'assaut. Mais ouais, c'est vrai que là sur cet essai-là, il était un peu moins performant. Alors est-ce que c'est le circuit qui se sentait moins bien, etc. Je sais pas. C'est vrai que là, il parlait beaucoup de Marquez et de son exploit sur ce circuit-là. Donc c'est vrai qu'il promet bien ce petit genou qui vient de débarquer. Faut vraiment espérer qu'il n'y ait pas des excuses comme ça tout le long de l'année, quoi. Oui, ouais, ça serait mieux, surtout que bon, là, avec de retour sur ses Yamaha, c'était vraiment la grosse excuse, c'était la moto, mais là, faut qu'il fasse, il va falloir que ça bouge un petit peu. Oui. Et tu nous parlais tout à l'heure du bruit dans les motos GP. Écoute, il y a des motos qui font pas de bruit, puisque tu me disais tout à l'heure que tu voulais nous parler des motos électriques, des trottinettes bientôt au GP. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'était une info que j'ai vue donc en même temps de regarder le MotoGP, donc les courses de moto électriques. Il faut savoir que ça existe et que si on se moque de toi, tu pleureras pas là. Oui, ouais, je sais. Bon, enfin, je diffuse l'info. Après, bon, honnêtement, une course de moto électrique. Ça me tenterait un peu moins que la moto. D'accord. Et c'est pour l'instant c'est d'actualité ou? Eh ben il y a des courses vraiment qui se fait. Donc là de l'année dernière à cette année ça a doublé. Il y en avait 2. Maintenant ils sont passés à 4. Donc c'était justement pour expliquer ça. Enfin il y avait un petit article qui expliquait ça. Et leur but serait donc de monter donc leur moto jusqu'à arriver au niveau donc des motos de MotoGP et donc pouvoir se battre entre guillemets sur la même D'accord, course, ils pourront jamais mélanger de toute façon. Je pense pas. Non. Et puis c'est vrai que ça. Et au niveau performance, t'as des infos, ça donne quoi? Niveau performance, après j'ai pas trop recherché au niveau de la moto même. Après c'est vrai que bon déjà sur les voitures, la différence entre l'électrique et la à combustion, il y avait eu des retours. Donc c'est vrai que l'électrique c'est assez
vif, on va dire. Enfin, c'est d'un coup, on a une espèce de coup de pied au cul entre guillemets qu'on a. Après, il y a toujours eu ce souci de batterie sur la longueur. Je pense qu'au niveau de compétition, ça a été donc beaucoup développé là-dessus. J'avais vu une photo vite fait d'une moto donc électrique. On voit quand même 3 grosses batteries à la place du 4 cylindres, enfin d'un 4 cylindres à la place du moteur. C'est vrai que ça fait quand même bizarre quand on voit, ça fait un peu extraterrestre. Mais c'est vrai quoi, elles ont l'air quand même de se maintenir et en tout cas ceux qui développent les motos sont bien motivés et ont l'objectif de mener donc une moto électrique aussi performante qu'une moto à combustion. D'accord. On en sait plus sur les marques qui veulent développer ça ou... non, après c'est vrai que faudra c'est pas... qu'on fasse un sujet complet là-dessus, ça peut être oui, intéressant. Voilà. Puis je pense que ça peut être assez long si on commence à débattre vraiment sur les différences. Ils ont des objectifs. Est-ce qu'ils ont des objectifs dans le temps? Est-ce que après au niveau de ce qui est de tous les jours, pour les moteurs de tous les jours, l'électrique ça a pas l'air de trop fonctionner. Enfin, au niveau commercial, on va dire. Ouais. Et puis bon, enfin, c'est vrai que si il y a les scooters qui sont relativement bien développés, mais c'est vrai qu'en moto, ça reste assez vague. Je crois qu'il y a BMW qui a essayé. Je crois que c'était BM, je suis pas sûre. Qui avait essayé d'en lancer une, mais après, c'est vrai que c'est. Enfin, d'accord. C'est moi, pas ça le fait même charme ça fait pas envie du tout. C'est bah, marrant. Hein. Je sais que c'est pas bien, machin, c'est pas écolo, c'est pas. Mais ça fait vraiment pas envie, quoi. Même si je suis pas un adepte comme beaucoup, une petite dédicace à Lolo du pot d'échappement qui fait du bruit et je trouve que ça quand même, je vois pas comment ça peut marcher dans l'esprit des gens pour l'instant. Alors en compétition, je vois encore moins. Après, oui, c'est vrai qu'à voir, il y a peut-être aussi une grande différence entre ce qui les brels de compétition et les brels qui vont être mises entre guillemets en vente s'il y en a qui se mettent en vente un jour. Mais c'est vrai que oui, enfin, il y a quand même un charme en moins qui se fait quand c'est électrique, quoi. D'accord. Bon, ben, on va essayer de prendre un peu plus de renseignements là-dessus, en tout cas. Oui, on fera un sujet plus complet un peu plus tard. On pourra vraiment débattre et. Voilà. Mais ça fait sourire quand même. C'est comme la moto diesel. C'est un truc. Oui, voilà, c'est quelque chose. C'est vraiment pas entré dans les mœurs en ce moment encore. Et je pense que ça aura énormément de mal de rentrer, quoi. Ok. Bon, et écoute, je pense que pour les brèves, on a fait le tour. Et j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui du sujet du jour, qui est la visite du véhicule avant l'achat. Donc, ça nous est quasiment tous arrivé un jour ou un autre. D'avoir à acheter un véhicule, que ce soit une moto, une voiture d'occasion. Et il y a quand même pas mal de choses à vérifier. Donc on va parler de ça tout de suite. On va peut-être lancer la pause musicale maintenant, comme ça au moins on va pouvoir commencer le sujet tranquillement après. D'accord, alors on va partir avec Fred Blondin aujourd'hui. Donc un petit peu plus soft que d'habitude. Calme. Ouais, calme, je sais pas. Écoutez, c'est pas mal. D'une Andalouse pour un regard de Madone. Dans un bar à blues de Toulouse ou un bar sale à Barcelone. À l'heure où dorment les notaires, l'heure du salaire des rappeurs. Dès que se rangent les Range Rover pour laisser la place aux chauffeurs. Oh, mais dis-moi, tu m'aimes à quelle heure? Mais dis-moi, tu m'aimes à quelle heure? Tu m'aimes à quelle heure? À quelle heure? À l'heure où les chiens aboient, à l'heure où même les rapaces. Du Bourbon qui crie vive le roi, du Mezcal à squatter l'espace. Oh, quand les fous suffoquent à Bangkok, devant des cœurs de larmes rouges. Quand je me risque à jouer du rock pour voir enfin ton cul qui bouge. Oh, mais dis-moi, tu m'aimes à quelle heure? Mais dis-moi, tu m'aimes à quelle heure? Tu m'aimes à quelle heure? À quelle heure? Quand tous les héros meurent en Porsche sur des tramways nommés délire, je caresse à la lueur des torches les Niagara des désirs. Waouh! À quelle heure?
silence rempli de pourquoi. La CIA, le FBI ne pourront rien tirer de moi, oh non. Mais dis-moi, tu m'aimes à quelle heure? Dis-moi, tu m'aimes à quelle heure? Tu m'aimes à quelle heure? À quelle heure? Caresse à la lueur des torches les Niagara de tes désirs. Wow, à quelle heure? Alors en effet, ça calme un peu hein, par rapport à d'habitude. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Ouais, J'aime t'as pas bien. écouté comme il faut le riff à la fin et tout. Petite gratte électrique. C'est un peu plus sophistiqué, c'est tout. Oui, Bon, alors on se retrouve pour parler des achats de moto. oui en D'occasion. occasion. Ouais. En occasion, ouais, bah, quand on achète du neuf, on s'en fout, on a une garantie. Quand on achète d'occasion, et puis on va C'est parler rare que- plus particulièrement achat un particulier, parce que c'est vrai qu'on se sent quand même couvert quand on achète un professionnel. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais on se sent quand même Oui. plus en sécurité. Enfin, certains nous donnent peut-être une garantie, ou certaines garanties du moins au niveau entretien, etc. Mais c'est vrai que même en étant avec un professionnel, enfin en achetant un professionnel d'occasion, il y a quand même des risques, quoi. Alors, il y a des choses, à savoir qui sont vraiment un peu plus juridiques, un peu plus, voilà, qui concernent pas vraiment la moto en elle-même. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez aller sur, je vais pas leur faire de pub, leboncoin.fr, vous allez voir une annonce avec des photos, avec un texte bien précis, un kilométrage, etc. Quand vous vous pointez le jour du rendez-vous pour voir le véhicule, s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la photo de la petite Ce qui a été annonce ou au dit, texte, il faut savoir que même si vous adressez à un particulier, il est engagé juridiquement par rapport à ce qu'il a écrit sur l'annonce. Alors ça fait un peu poète-poète de dire ça, mais en attendant, vous pouvez l'attaquer éventuellement si vous voulez vraiment pousser le bouchon pour publicité mensongère. Voilà, première chose à savoir, c'est que c'est quand même si ça se fait très facilement, la petite annonce, c'est quand même quelque chose de contractuel et on peut pas faire n'importe quoi avec. Enfin, Voilà. quand on pose une annonce sur le Bon Coin, c'est vrai qu'on a juste à cliquer, à écrire notre texte et tout. Enfin, on n'a pas l'impression d'être engagé, c'est vrai. Donc c'est quand même bon à savoir Voilà. quand on poste une annonce que nos engagements, du moins. Exactement. On met pas une photo avec
une moto différente, ou voilà, c'est comme sur votre profil Facebook, vous mettez pas la photo d'une star pour faire une rencontre plus facilement. Voilà, tout simplement, parce qu'une fois que le gars est là, il a la moto en face, donc on fait pas déplacer les gens pour rien. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont importantes à savoir, c'est que vous allez acheter un véhicule et vous êtes quand même un petit peu couvert juridiquement par rapport à ça. Faut pas qu'on vous balade trop. Alors les choses à vérifier maintenant sur la moto. Donc ça peut se faire vite fait un tour de moto hein. Quand vous allez acheter, ça va durer 15 minutes, comme ça va durer 3/4 d'heure, ça dépend vraiment de jusqu'où vous voulez pousser la visite. Si vous voulez faire le tour vraiment rapidement, en un petit quart d'heure, déjà vous pouvez avoir plein d'indications. Par rapport à l'annonce, est-ce qu'effectivement ça correspond bien ? Tout ce qui est couleur, tout ce qui est état général, le kilométrage, etc., ce genre de choses. Il se vend pas mal de choses maintenant, ça a toujours existé, je sais pas pourquoi je dis maintenant, mais de RSV et de VEI. Alors RSV, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est réparation supérieure à la valeur, c'est pour les véhicules qui ont été accidentés, et VEI, c'est exactement le même principe, sauf que c'est véhicule économiquement irréparable. J'allais dire irréprochable, mais non, c'est tout l'inverse. Donc c'est des véhicules qui ont été donc accidentés et que donc des personnes rachètent, remontent donc de leurs mains. Il y en a de plus en plus. Et les revendent. Bon, c'est vrai que si on s'est un peu bricolé, même pour acheter sa moto, si on sait se débrouiller et bien voir ce qu'il y a à faire. Il y a souvent des bons plans. Il y a des bons plans, oui. Effectivement. Alors après, une fois qu'on a parlé de ça rapidement, la première chose vraiment à regarder quand vous êtes devant le véhicule, c'est les numéros d'identification. Parce que je sais que ça existe aussi pour les voitures, mais pour les motos, c'est quand même, je pense, plus répandu, les problèmes d'échange de moteurs et compagnie. Même sur des motos pas très vieilles, et vous avez des plaques d'identification. Donc vérifiez bien que sur le cadre et sur le moteur soit le même numéro. Voilà, si c'est pas le même, le vendeur doit vous fournir un justificatif. Dans tous les cas, si c'est pas le même, c'est vraiment une chose importante à vérifier. Il faut que ce soit justifié. Et puis c'est vrai que si un moteur ou un cadre du moins a été changé, ça veut dire qu'il y a quand même eu soit un gros choc, voilà, il y a eu du moins un gros événement dans la vie de la moto, quoi. Ouais. La ligne directrice de toute façon de toutes ces vérifications, c'est quand même d'avoir des infos qui soient réalistes. Voilà, il faut que ce soit honnête en face de vous. Donc s'il y a le moindre pépin, il faut que ça ait été dit. Pour parler de mon expérience personnelle, la fameuse YZF R6 que j'ai récupérée l'année dernière et que j'ai pas gardé bien longtemps. On m'aurait dit tout de suite que le cadre était fissuré, je l'aurais pas acheté. J'aurais pas été obligé de faire des allers-retours chez le mécano. Il suffisait d'être honnête au départ et il n'y a pas de souci, ça va beaucoup plus vite. Donc ces numéros d'identification, c'est super important. Avec les justificatifs. Après, souvent on va vous dire la vidange je l'ai faite à la maison, c'est moi qui le fais, je change les plaquettes. L'entretien courant souvent. Et je le fais aussi, on est super nombreux à le faire. Alors le truc c'est qu'il faut quand même apporter un justificatif à tout ça. C'est pas compliqué de le faire effectivement, mais le gars s'il l'a vraiment fait lui-même, il a les factures des plaquettes, il a du bidon d'huile, du filtre, etc. Ouais. Quoi. Donc toujours au risque de mal engager les choses avec le vendeur, c'est quand même pas n'importe quoi d'acheter un véhicule. Donc couvrez-vous avec ce genre de choses. Et puis c'est vrai que mine de rien, quand on va acheter un véhicule et quand on voit, dans le sens inverse, quand justement la personne qui vend le véhicule amène quand même un tas de factures, où on voit que le gars, entre guillemets, est ordonné et qu'il a vraiment toutes les moindres factures de sa moto, qu'il est nickel dessus, ça met quand même beaucoup plus en confiance que quelqu'un qui va dire je dois l'avoir quelque part là-haut, je sais pas trop, j'ai pas trop envie de chercher. Et voilà, donc inversement, si vous avez envie de vendre une moto, c'est quand même assez important d'avoir un maximum de documents pour paraître justement paraître et être le plus net possible avec le futur acheteur, quoi. Le mettre en confiance, du moins. Exact. Complètement. Ouais. Si on se met de l'autre côté de la barrière, oui, exact. Donc ça restait quand même assez administratif, mine de rien. Après, il y a vraiment concrètement les recherches de traces de chute, parce que forcément en moto, il y a plus de gamelles qu'en voiture, qui est de carton en voiture. Que ce soit simplement à l'arrêt. Et alors bien vérifier les visseries, c'est tout bête, mais une moto qui a chuté, on va avoir été obligé de démonter du carénage, de démonter ce genre de choses pour réparer, et parfois il arrive de détériorer la visserie.
Donc c'est le genre de détail qu'il faut regarder, savoir si la moto est montée, démontée souvent. Ça peut être valable aussi pour savoir si elle a fait de la piste. Si la vis est tournée, enfin dans le langage, ou les têtes abîmées, ou voilà, si le gars il a démonté pour mettre du poli régulièrement, ça vous donnera une bonne indication. L'état des vis, la visserie, ça donne vraiment des bonnes indications. Pareil, l'ajustement des pièces de carrosserie, toujours pour cette fameuse R6, mais ça c'est une mine, c'est une mine d'or pour les exemples. Quand vous avez un jour de 2 cm entre le bas de la selle passager et la coque arrière, c'est qu'il y a un souci. Oui, voilà. Un petit oui. Et même si le vendeur vous dit ça a toujours été comme ça, je pense ça paraît bizarre. Ouais, sorti du concessionnaire, ça fait pas propre. Ouais. Voilà, donc ça c'est des choses importantes à regarder. Les traces de rouille aussi. Et là j'en viens à l'échappement, parce que bon, ça peut arriver sur le cadre et sur la chaîne aussi, mais toute trace de rouille qu'on voit à l'extérieur, c'est parti de l'intérieur. Et un échappement qui a rouillé à l'intérieur, ça veut dire que les DB killers, tout ça, c'est tout en mauvais état. Et la moto, tu l'achètes pas sans en déduire le prix de la ligne d'échappement, parce qu'il faudra surtout une ligne en plus, c'est quand même c'est une pièce à acheter assez conséquente. C'est pas comme si c'était que des plaquettes ou que de l'entretien courant. Un échappement, t'en as tout de suite Bon, si c'est l'échappement d'origine, c'est vrai que tu t'en sors pour des fois 150, 200 €. Faut donner des prix, quoi. Bon, après c'est vrai que ça dépend, mais bon, c'est vrai que si on achète une moto, notamment une première moto, c'est vrai que bon, quand on l'a, on est super content. S'il faut réinvestir encore derrière 150 par-ci, 50 par-là, enfin gauche à droite, voilà quoi. Et les échappements inox un peu piqués, c'est pas juste à l'extérieur, et c'est pas en passant un coup d'anti-rouille dessus et un coup de polish que vous allez de belle gomme ou peu importe que vous allez le revoir. Ça veut dire que l'échappement il a vraiment morflé. Donc ça se voit, même si le gars a bien mis du polish, a bien mis, etc. Ça se voit, les petites petites piqûres, tout ça, c'est pas rien. Donc bien inspecter l'échappement, quoi. Complètement. Voilà, donc ça c'est vraiment, on a fait déjà un petit tour rapide. Après vous vérifiez bien sûr tout ce qui est commodo, tout ce qui est problème électrique. Alors, comme les vérifications qu'ils apprennent au permis, en fait. Exactement. Les clignots gauche-droite, le frein arrière, le frein avant, que tout s'allume bien, etc. Les pleins phares. Ouais, on a une ébauche de tout ça au permis, et c'est, mine de rien, c'est pas idiot quand tu achètes ta moto de bien vérifier ça. Les clignotants qui sont pas d'origine, qui fonctionnent pas parce que l'ampoule est claquée, ou parce qu'ils ont jamais marché, parce on n'a pas pris le temps de les brancher. Et il y a aussi, quand c'est des ampoules quand c'est à LED, du moins, faut des fois une centrale clignotante ça dépend. Alors les modèles. Ça dépend des impédances. On rentre dans un domaine un petit peu plus technique, là. À titre personnel, j'ai jamais eu besoin de rajouter de centrale en mettant du clignot LED. Mais c'est vrai que des fois on rencontre le cas qu'on va mettre le clignot, en fait il clignote pas. il reste fixe, ou alors il clignote très vite. C'est vrai que mine de rien, c'est des petites choses. Exact. Alors un clignotant qui clignote pas du tout, par contre, ça veut pas dire que le gars il l'a pas branché forcément. Ça veut peut-être dire aussi que le faisceau complet a des gros pépins. Et toujours pareil, expérience personnelle. Rechercher une panne sur un faisceau juste parce que le gars vous avait dit qu'il avait pas trouvé utile de câbler. Alors c'est très naïf de la part de l'acheteur aussi, hein, mais il faut faire attention à ce genre de détails. Vraiment, c'est tout ce qui est électrique. Quand vous avez un faisceau à changer, après c'est des frais, c'est beaucoup de frais. Donc ça va vite, quoi. Donc très important. Ouais. Voilà, on a fait grosso modo le tour très rapide. Après, si on veut pousser un petit peu plus loin, le jour où vous allez vous pointer devant la moto, il y a 2 cas de figure qui se posent à vous. C'est soit vous allez sur place, soit souvent on va faire un échange et puis on se retrouve entre le point A et le point B. Et à ce moment-là, les motos sont chaudes. Et un truc tout bête, c'est que quand on essaye une moto, et c'est toujours pareil pour une voiture, c'est la même chose, on essaye un démarrage à froid. Ouais, à froid, on entend mieux, que ce soit jeu de soupape, que ce soit tous les petits soucis moteurs, que ce soit même embrayage, etc. On les entend beaucoup mieux à froid qu'à chaud. Donc alors ça c'est un problème, c'est difficilement soluble en même temps, puisque c'est vrai que si vous vous retrouvez entre 2 points, laissez bien refroidir les motos, prenez bien votre temps et avant de faire tourner le moteur. Pareil, mettez-le en route vous-même, le moteur. C'est parce que le gars il a l'habitude, soit il va tirer un petit peu plus, soit vous êtes simple premier utilisateur, c'est la première fois que vous l'utilisez, elle doit démarrer. Nickel, vous appuyez, et ça doit démarrer tout de suite. C'est important, ça peut cacher des défauts plus profonds. Voilà. Alors après, il se pose un gros problème.
et ça on peut en débattre, c'est quand tu vas acheter une voiture, souvent tu vas faire un petit tour avec. Ah oui, voilà. La moto, c'est un peu plus compliqué. Voilà, pour avoir échangé de voiture ou acheté une voiture, écoute, on suit. Oui, puis même ou alors le vendeur se met en passager ou quoi que ce soit, il est quand même à complètement. côté. Alors pour la moto, il y a 2 écoles. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai jamais laissé essayer une moto que je vendais à des particuliers parce que il peut se passer plein de trucs. Si on appuie un peu sur l'accélérateur sur une voiture, on risque pas facilement de perdre le contrôle. Par contre, sur une bécane, le gars qui la connaît pas, il essore un peu la poignée, il va renverser quelqu'un ou il va se planter. C'est plus compliqué. Ouais, ça, c'est plus compliqué. Donc, je sais qu'à titre perso, je laisse pas essayer. Et si on me laisse pas essayer, du coup, je prends pas la mouche, quoi. Ouais, c'est sûr qu'après, enfin moi, je sais quand j'ai acheté la mienne, du moins, je l'ai pas essayé, mais c'est le gars en fait qui m'a emmené en tant que passagère pour voir, enfin pour me montrer un peu. Donc il m'a fait voir un peu tous les cas de figure. Enfin, il m'a montré que ça allait bien. Donc pareil, le moteur était à froid, donc bien laissé tourner, etc. Enfin. Ça allait bien, mais c'est vrai que c'est lui qui m'a emmené pour montrer ce que vaut la moto en fait, mais c'est pas moi quand même qui était toute seule. Il voulait une passagère derrière, c'est tout. Ouais, c'était ça en fait. Non, c'était pas du tout ce que tu pensais. Non, ouais. Enfin, je trouve que c'est un sujet qui est important parce que les gars vont vous mettre la pression de toute façon pour l'essayer quand vous vendez votre véhicule. Et vous, quand vous achetez, c'est vrai que vous avez tendance à vouloir essayer. Et cet essai, il n'est pas important pour grand-chose au final. Il est important pour des choses comme l'embrayage. Un embrayage qui patine à l'arrêt, vous allez avoir du mal à vous en rendre compte. Et la boîte à vitesse. Et la boîte, voilà. C'est les 2 parties vraiment qui sont litigieuses quand on achète un véhicule sans l'essayer. Et l'idéal pour si on vous laisse essayer le véhicule, c'est d'aller pour l'embrayage, d'aller vous caler sur l'ARN ou sur l'autoroute à vitesse normale en passant un rapport assez élevé, donc en étant légèrement sous régime. Ce qui fait qu'en accélérant, vous allez voir que soit l'embrayage est bon et elle va monter entre guillemets doucement dans les tours, soit elle va monter rapidement dans les tours, mais sans accélérer. Donc là, vous avez un embrayage qui patine. Ouais, voilà. Donc après, pareil, c'est vrai que si même la personne en face ne veut pas nous prêter du moins la moto pour aller, c'est vrai que le fait d'au moins se faire emmener, on peut même voir simplement si les vitesses, faire attention justement aux vitesses, si ça claque pas trop, s'il pinaille pas, on va dire, à passer les vitesses, à passer les vitesses et tout. Enfin, il y a des petites choses à faire attention. On peut pas simplement profiter à faire un tour de moto derrière. Ah oui, il y a des spécialistes pour ça. On en a dans le groupe qui ont eu la chance d'avoir des appels en fait qui mettaient leur moto en vente en même temps et je crois que c'est arrivé à Loïc qui a eu un potentiel acheteur pour sa moto. Et bizarrement, cette personne avait voulu acheter une autre moto dans le groupe, c'était celle de Sylvain, je crois. Oui, quelques temps avant. En fait, c'est un mec qui voulait faire des balades, quoi. Donc du coup, il essayait toutes les motos en fonction de ce qu'il voulait. Donc il grimpait derrière et puis les essais, quand vous dites non tout de suite, c'est clair aussi de ce côté-là, il y a moins de soucis. Des choses à vérifier, c'est la transmission secondaire. Oula. C'est simple, c'est la chaîne en fait. La chaîne entre le pignon de sortie de boîte et la roue arrière. Donc il y en a plusieurs sortes, mais la plus répandue c'est des chaînes. Et les chaînes, c'est pareil, j'en reviens à la rouille. Le moindre petit picot de rouille, ça veut dire que le gars, je sais pas comment il a entretenu sa chaîne, mais il y a un moment où ça a coinché. Ça quoi. Et la rouille, ça attaque, ça creuse. Et il y a aussi, mine de rien, à la faire rouler tranquillement à l'arrêt, même sans moteur, tout coupé, et voir si elle n'a pas de point dur. Parce que ça veut dire que vous auriez carrément un kitchen à refaire et vérifier, encore comme on apprend à l'auto-école, la moto-école, bien voir donc qu'elle est pas trop détendue, pas trop tendue, une chaîne trop détendue, c'est un coup abîmer le pignon de sortie de boîte, son axe. Trop détendu, vous allez accrocher le bras oscillant, vous allez l'abîmer aussi. Donc à chaque fois, c'est important. Vérifier le réglage à l'arrière. Alors si vous savez pas, c'est un truc tout bête, parce que je m'aperçois qu'on est en train de dire les choses sans expliquer vraiment. Oui, ouais. La roue arrière, vous la reculez
pour faire votre tension de chaîne, où vous l'avancez légèrement. C'est avec 2 petites vis qui se trouvent à l'arrière, sur le bras oscillant. Et ça, vous pouvez vérifier si la tige filetée est arrivée au bout ou pas. Ça veut dire que ça a été retendu plusieurs fois ou non. Ouais, ça veut dire que la chaîne n'est pas nickel. Donc ça, c'est des choses faciles à vérifier. Ouais. C'est vrai qu'après, il y a aussi tous les comestibles entre guillemets à vérifier, voir si par exemple il nous dit, sur l'annonce il a marqué pneu avant neuf et pneu arrière à 70%, ouais, consommables, voilà. Ouais. C'est vrai je mange pas de pneus, moi. Oui, comestible, non. C'est pas grave. Et oui, ouais, c'est vrai que mine de rien, quand on dit souvent plus les pourcentages, des fois ça peut être assez ambigu de dire qu'un pneu est à 50 ou à 80%. Ouais, ça veut rien dire. Ouais, voilà. Donc autant vérifier nous-mêmes, voir l'état du pneu, etc., et voir si on juge qu'il est, effectivement à par exemple 70-50%, ou s'il est un peu pire entre guillemets et qu'il faut renégocier avec le gars pour ça. Même les plaquettes, etc. Des fois c'est pas forcément spécifié et bon, mine de rien, si on accumule tous les consommables qu'il faudrait, ça peut pas 2 fois. J'ai retenu celle-là. Ouais. Donc bon, alors évidemment là on a fait le tour de choses. Il y a plein d'autres choses à vérifier, hein, mais si vous allez sur Internet, encore une fois, vous allez pouvoir trouver des listes qui sont toutes faites et ça c'est important, sous forme de tableau, avec vraiment tous les points à vérifier. Sans détail plus que ça, mais vraiment les points à vérifier, que ce soit à commencer par le nom du vendeur, par le millésime de la moto, parce que vous allez forcément faire une estimation avant d'acheter du prix. Ouais. Il faut vraiment faire tout le tour de ça, des options, le kilométrage, vérifier si vraiment le kilométrage est compatible. Une bécane qui a 10 ans et qui a 10 000 bornes, ça existe pas énormément à ma connaissance, même s'il y en a qui... un problème de compteur là. Ouais, voilà, alors on veut toujours la bonne affaire, faut se méfier quand on est acheteur, surtout au premier acheteur où on doit pas se planter. Ouais, c'est vrai que bon, ça va très vite et si j'ai eu un cas vite fait une fois, donc c'était ma toute première moto, un CB500 que j'avais eu un mois parce qu'il était pas bridable, donc j'ai pas pu le garder plus longtemps. Mais oui, c'est vrai que bon, la bonne affaire, c'était un de 94, un CB500 de 94. Et manque de 1000 € le truc, voilà, tu dis il coûte rien et en fait au final il avait l'arrière qui était tordu et tout et bon, voilà, et souvent on le voit pas et bon faut regarder à peu près ce que coûte la moto en règle générale, se faire une moyenne de prix et il faut vraiment se baser là-dessus et vraiment pas tirer trop vers le bas plutôt que on va rester dans les prix. Souvent, c'est valable pour tout, hein. Enfin, on parle là, c'est vrai que forcément Gaz FM, on va pas vous parler de votre maison, mais c'est exactement la même chose. Oui. Bien regarder la cote et les chiffres, quoi, kilométrage, options et compagnie. Après, vous faites rapidement un tour du moteur, de l'embrayage dont on a parlé, la boîte, même l'état du radiateur, les petites alvéoles, tout ce qui est joint spi. J'ai une petite astuce moi pour savoir s'il y a un début de jeu de soupape ou s'il y a un petit bruit dans le moteur comme ça, qui sait. Allez, on prend. Donc c'est surtout c'est beaucoup pour ceux qui les motos qui sont en refroidissement à air. Et en fait, donc la petite astuce, c'est de mettre un tournevis plat dans les petites, dans un refroidissement à air. En fait, le moteur a des espèces de petites alvéoles là, où ça fait des petits creux, voilà. Et non, pas dans le radiateur, dans le sur le moteur, les petites ailettes qu'il y a. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, sur le haut moteur, voilà, ça fait des espèces de stries en fait comme ça. Et il faut mettre donc la pointe donc du tournevis plat à cet endroit-là et écouter donc à l'autre bout du tournevis et ça fait amplificateur de son. Et du coup, s'il y a un début de jeu de soupape ou quoi que ce soit, on arrive à l'entendre. Et ça fait donc des petits claquements et donc on peut arriver à faire ça. Il faut se rentrer le tournevis dans l'oreille et tout, se pointer avec le tournevis devant la bécane. On peut paraître un peu bizarre comme ça en arrivant devant le gars, mais en même temps... Ça peut valoir le coup. C'est vrai que les jeux de soupape, surtout, ça coûte relativement cher, donc c'est vrai que bon, c'est pas négligeable, quoi. Vaut mieux prendre, être ridicule pendant 2 minutes, mais au moins être tranquille, quoi. Ok, bon, à essayer alors. Voilà. Voilà, bon, après, tout ce qui est partie cycle et compagnie, vraiment, là, on a fait le tour, grosso modo, mais il y a plein de choses à vérifier facilement. Vous montez sur la moto, vous sautez un peu sur la selle. Pour les amortisseurs. Sans prendre ça pour un trampoline. L'état des amortisseurs, vérifier pour l'arrière qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. C'est tout bête, hein. Vous faites 2-3 allers-retours sur la selle, vous allez vous apercevoir rapidement s'il y a des bruits, s'il y a des fuites, si
Si la molette de réglage de l'amortisseur, il y a une clé spéciale pour régler ça. Si ça n'a pas été utilisé correctement, vous allez avoir des traces, alors que normalement il ne doit pas y avoir de traces. Vos joints spie et de fourche, donc c'est ce qui se trouve entre les deux bouts de tube qui sont à l'avant de la moto. Pour être assez clair, qu'il soit pas fendu, qu'il soit pas sec, etc. Oui. C'est des choses vraiment très importantes. Alors tous ces renseignements, moi ce que je conseille à un premier acheteur, parce que ensuite avec l'expérience vous ferez le tour plus facilement, mais c'est quand même bien même avec l'expérience d'avoir sa liste. Oui. Je pense parce qu'une fois qu'on est devant, on a tendance à en oublier. Puis il suffit que le vendeur soit un peu la parlotte ou quoi que ce soit, puis tout de suite on va être déconcentré sur. Allez bien sur Internet, cherchez-vous une liste, établissez-vous un tableau avec l'état des pièces, etc. Et oubliez pas de faire ça et de bien suivre à la lettre et de pas vous faire estourbir par. Vous avez vu comme elle est belle cette peinture. C'est bizarre, c'est pas celle d'origine. Alors on a des gens qui connaissent par cœur, on a des spécialistes qui savent quelle année, parce que pour les motos évidemment telle année à telle couleur de carrosserie, de peinture. Donc t'achètes tel modèle de telle année, la peinture c'est telle peinture. Si c'est pas la même couleur, c'est qu'il y a un défaut. Alors c'est pareil, dans l'occurrence, moi ma moto actuelle c'est le Falco, la SL. J'ai la même couleur d'origine, donc je peux pas me faire je me dis que c'est vraiment la bonne année, la bonne couleur, et après tu regardes en dessous, il y a un petit peu de fibre qui est utilisé, de résine qui est utilisée pour refaire les peintures. Et il y a des petits bouts qui dépassent, donc la peinture a été refaite. C'est une indication à prendre en compte. Donc on regarde pas souvent sous le réservoir, des fois sous le bourrelet du réservoir tu regardes, il y a un petit bout de résine qui dépasse, et là tu vois ou alors si tu as du vernis sur les autocollants. Oui, aussi, ça peut être. C'est des petits détails, mais mine de rien, c'est des. Enfin, bref, c'est vrai que je pense qu'on prend l'œil au fur et à mesure du temps où on achète des motos d'occasion, etc. Mais c'est vrai que faut vraiment être attentif du moins pour un premier achat et pour tous les achats qu'on a. Et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui nous semble un peu bizarre ou un peu suspect, vaut mieux soit poser la question directement et voir si la personne en face s'embrouille ou essaye de dissimuler les choses ou quoi, ou au moins poser la question, voir s'il y a vraiment une raison valable ou pas, et après en juger. Mais c'est vrai que vaut mieux patienter un peu plus et avoir une moto correcte plutôt que de se jeter sur la première et au final avoir que des pépins avec. Ça c'est tempérament, ça. Oui, il y en a la fièvre acheteuse. Et puis pour finir, je sais même plus ce que je voulais dire, mais un truc super important. Qu'est-ce que je voulais dire pour finir, c'est que la moto que vous allez acheter doit être d'origine normalement. Donc toute modification dans tous les cas qui a été faite dessus, et il y en a pour qui c'est une plus-value, il y en a pour qui c'est une moins-value. Oui, enfin moi je sais que personnellement je préfère acheter ma moto d'origine. Et, après il y en a qui revendent, par exemple ceux qui ont changé le pot, l'échappement, vont vendre avec l'origine. Et c'est vrai que ça c'est important parce que même si on a un souci, n'importe quoi, on a envie de faire un peu, on va mettre un pot, on va acheter directement avec un pot dessus. Le jour où on a un pépin, imaginons qu'elle fait trop de bruit, on se fait arrêter par la police, on doit représenter le véhicule avec un échappement d'origine et dans les règles, on est bien content de l'avoir, l'échappement d'origine. Du coup. Oui, c'est clair. Donc, et c'est super important de savoir que même au niveau des assurances, tu changes tes rétroviseurs, t'as un carton avec la moto, tu risques. Ça arrive pas tout le temps, mais tu risques de l'avoir, comme on dit poliment, bien profond, parce que t'as voulu embellir ta moto juste pour des rétroviseurs. Toute modification de carrosserie sur ton véhicule, tu peux avoir des pépins. Donc quand tu achètes une moto, il faut quand même aussi tenir compte de ça, qu'il n'y ait pas trop de tuning dessus non plus. Voilà, je pense que qu'on a fait quand même pas mal le tour, non ? On peut rappeler un peu le général. Donc notre adresse pour vos petites anecdotes et pour tout renseignement, si vous voulez en savoir plus sur nous, etc. Donc simi42@gmx.fr. Voilà pour l'adresse internet, et puis pour la rediffusion de l'émission. Donc demain, vendredi à 12h05, et on rappelle juste, donc pour ceux qui arrivent en cours de route, que le jeudi maintenant ça commence à 19h. Voilà. Bon, on se retrouve la semaine prochaine donc. Exactement. Allez, bonne soirée. Ciao Gaz. Gaz. Let me have it once again. Punish me for something I did not do.